Alors merci Howard pour ce cas clinique qui représente ce que l'on voit dans la vraie vie. Et je vais essayer de vous montrer un petit peu mon opinion et mon point de vue sur les explorations, sur la problématique des explorations dans le cas des hypertonies intraoculaires que l'on voit tous les jours. Alors, en cas d'hypertonie intraoculaire, eh bien, bien sûr, la PIO doit être supérieure à 21 mm de mercure et on doit vérifier qu'il n'y a pas d'altération structurelle de la tête du nerf optique et qu'il n'y a pas de déficit du champ visuel. Jacques vous a dit que la PIO était un facteur de risque de glaucome à angle ouvert et plus la PIO est élevée, plus le risque est grand. Alors, que penser de la valeur que l'on a mesurée? Est-ce que l'hypertonie est confirmée? Et il faut observer les bonnes pratiques de mesure de la PIO avec un tonomètre étalonné, prendre 3 mesures successives, et si on a fait une mesure sans contact, contrôlée par le tonomètre de Goldman. Il faut tenir compte des variations nictémérales, prendre plusieurs mesures à des heures différentes dans la journée et réaliser une courbe diurne. Est-ce que cette hypertonie, on l'a bien estimée? Il faut tenir compte en effet des paramètres cornéens. Le premier, c'est l'épaisseur de la cornée centrale. On sait qu'une cornée épaisse surestime la PIO, une cornée mince la sous-estime, mais il n'existe pas de facteur linéaire correctif entre l'épaisseur de la cornée centrale et la PIO. D'autres paramètres interviennent, la courbure cornéenne, le degré d'hydratation de la cornée, le comportement viscoélastique de la cornée. Eh bien, l'hypertonie, on peut la vérifier, on peut fournir une meilleure estimation, tout d'abord avec le tonomètre de Pascal, qui est bien corrélé avec le tonomètre de Goldman, qui offre une mesure indépendante de l'épaisseur de la cornée, de la courbure et de la longueur axiale, et aussi l'Ocular Response Analyzer, qui, vous savez, mesure la viscoélasticité cornéenne et calcule une valeur corrigée de la PIO, la PIOCC, indépendante de l'épaisseur centrale de la cornée, et qui donne une meilleure estimation de la PIO. Par ailleurs, le coefficient d'hystérèse, le CH, est abaissé dans le GAO et pourrait fournir une orientation diagnostique chez nos patients. Alors, quand demander une mesure par DCT ou aura, eh bien, si on a un risque de surestimation d'une PIO normale, par exemple une ECC supérieure à 570 microns et une HTO modérée, et puis s'il y a un risque de sous-estimation d'une HTIO et pour une épaisseur, disons, normale, mais avec une PIO proche des valeurs supérieures de la normale, et dans tous les cas où l'épaisseur est inférieure à 510 microns. Avant d'aller plus loin dans les examens, il faut faire un examen complet. L'acuité visuelle, la biomicroscopie, une gonioscopie, faire l'état du fond d'œil et surtout faire des photographies des papilles et les répéter tout le temps au long du suivi. Alors à ce stade, est-ce qu'on a une HTO isolée ou un glaucome périmétrique? Eh bien, Medeiros, en 2012, avait montré, grâce au suivi du nombre des cellules ganglionnaires rétiniennes, savoir quelle était de la structure ou de la fonction qui était le plus précocement atteinte. Eh bien, dans le glaucome prépérimétrique et le glaucome débutant, c'est la structure qui progresse avant le champ visuel. Donc, la structure, on a à notre disposition l'HRT3, le GDX, le SDOCT. Donc, vous le savez, le HRT3 donc, fournit une analyse de régression de Moorfield. Et là, l'indice RIM-ARIA est le plus pertinent. Et l'analyse est particulièrement intéressante pour la recherche d'une encoche ou d'un amincissement localisé. Alors, il fournit également le score de probabilité de glaucome, le GPS, qui lui a l'avantage d'être indépendant du plan de référence et non opérateur dépendant. Le GDX, tout le monde le connaît bien, il a été très largement utilisé et il fournit cette courbe en double bosse et permet donc de comparer les deux yeux. Donc dans ce cas-là, une courbe normale pour un œil et une courbe avec un écrêtage très important des deux bosses pour l'autre. Il fournissait également l'indicateur NFI qui reflétait une probabilité d'avoir un glaucome. Alors, c'est l'avènement du SDOCT qui a révolutionné un petit peu l'approche de l'analyse de la structure, avec actuellement de nombreux appareils à notre disposition. Il faut savoir en fait qu'ils sont tous bien corrélés, mais qu'ils ne sont pas interchangeables, donc d'où l'intérêt de suivre les patients avec le même appareil. Avant d'aller plus loin, il faut avoir en tête aussi la magnifique étude de Hood en 2013 qui insiste sur l'atteinte précoce des cellules ganglionnaires rétiniennes maculaires et il démontre que les cellules ganglionnaires situées à la partie inférieure de la macula sont en fait les plus vulnérables et les plus précocement
atteinte. Dans notre cas, eh bien, en ce qui concerne les RNFL, eh bien, l'épaisseur moyenne, elle est normale. Il n'y a pas d'amincissement localisé dans le cas clinique. Un autre cas clinique où, finalement, l'OCT confirme l'absence d'anomalie structurale. Dans ce cas clinique-là, également, on a un champ visuel normal, mais l'analyse SDOCT montre une atteinte, un amincissement temporel inférieur. Et il faut savoir que le SDOCT est plus sensible que le HRT3. En ce qui concerne le complexe des cellules ganglionnaires de notre patient, eh bien, apparemment, tout va bien, mais on a un petit doute sur un amincissement infrafovéolaire. Alors, le complexe des cellules ganglionnaires est particulièrement intéressant dans les hypertonies. Dans le premier cas, dans un autre cas clinique, eh bien, finalement, le GCC est normal alors que les couches de RNFL présentent des amincissements. Donc, il est très intéressant de confronter le GCC et l'analyse de la couche des fibres nerveuses rétiniennes. Dans ce cas-là, c'est un patient qui présente un glaucome unilatéral. Et là, il est particulièrement, bien sûr, pertinent de suivre l'œil droit hypertone avec le GCC et le RNFL. Mais ce n'est pas si simple. En fait, ce patient, eh bien, apparemment est normal, mais on s'aperçoit qu'en fait, il a une membrane épirétinienne. Donc, il faut bien vérifier la macula sur le plan OCT. De même que ce patient, le GCC est ininterprétable et pour cause, il a une déméla avec un œdème maculaire. Donc maintenant, abordons l'analyse de la fonction. Je vous rappelle que les hypertones ont un 24/2 blanc-blanc normal. Donc, il faut essayer de trouver des tests périmétriques qui seront plus sensibles. Donc, vous savez que les périmétries non conventionnelles sont beaucoup plus sensibles, vont détecter des déficits de façon très précoce. Le bleu-jaune détecte des déficits dans 30 à 50% des hypertonies intraoculaires. Les limites, principalement, c'est le problème de l'apprentissage et puis, surtout, c'est qui est affecté par l'opacité des milieux. Le FDT matrix est beaucoup plus facile à réaliser. Il n'est pas influencé par les troubles des milieux. Le phénomène d'apprentissage existe, mais il est plus faible. Et il est aussi plus sensible que l'APS pour détecter les déficits précoces. Alors, bleu, jaune et FDT matrix ont des performances comparables. Les associés, c'est mieux, puisqu'ils testent des populations de cellules ganglionnaires différentes. Donc, les associés permettraient de dépister et de recruter davantage de déficits. Le test 10-2. Je vous ai dit tout à l'heure il faut conclure. Merci. Oui, qu'il fallait rechercher un petit scotome central. Et de nombreuses études ont montré que dans les glaucomes débutants, il y avait un certain nombre de patients qui présentaient un scotome central perceptible au 10-2. Alors, les analyses de suivi, bien sûr, la PIO, les contrôles de champ visuel qui vont être faits la première année au moins tous les 2 ou 3 mois pour éviter le phénomène d'apprentissage. Et bien sûr, des contrôles de la structure tous les 6 mois la première année et ensuite une fois par an. Et c'est le suivi de la structure est intéressant puisque là, on a des logiciels d'analyse de la progression. En ce qui concerne la fonction, je vous renvoie aux résultats de l'étude PROG dont on a vu ce matin les premiers résultats. Devant une HTIO, pour résumer, systématiquement faire un OCT pour l'analyse des RNFL, un GCC, un matrix. S'il y a moins de 50 ans, faire un bleu-jaune. Si on a une altération structurale, faire un test de 10-2. Je vous remercie.